Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Quand on parle d'écologie, de changement climatique, d'épuisement des ressources, de famine et d'autres problèmes planétaires, il y a un argument qui revient très souvent, même chez certains écologistes. Nous sommes trop nombreux sur Terre. Cet argument peut sembler fondé. C'est vrai, après tout, nous sommes passés d'environ 300 millions d'individus sur Terre en l'an 1000, il y a donc environ 1000 ans, à plus d'1,5 milliard en 1900, jusqu'à plus de 7,8 milliards en 2020. Alors certes, le ratio multiplicatif est assez impressionnant. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation dangereuse dont je te parle depuis le début de ce podcast, la situation climatique, écologique, etc., ce serait donc à cause de cette surpopulation. Mais ce raisonnement a un problème. Ce n'est pas un petit problème ou un détail. En fait, tout ça, toutes ces histoires de surpopulation, c'est complètement faux. Ce ne sont que des théories basées sur des calculs hasardeux, une vision biaisée de la démographie et pas mal de fausses croyances. Nous ne sommes pas trop nombreux sur Terre, et heureusement. Il y a plusieurs grands points à aborder pour éclaircir cette fausse problématique. D'abord, le problème actuel, ce n'est pas la surpopulation, mais la répartition des richesses. Toute famine est aujourd'hui volontaire, car le monde entier produit largement assez de nourriture, de biens et de services pour tout le monde. Les inégalités sociales, le capitalisme, la géopolitique et la politique sont donc responsables de nombreux problèmes imputés à tort à une hypothétique surpopulation. Ensuite, la planète peut facilement, selon tous les grands experts du sujet, accueillir jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'êtres humains, si tant est que les richesses sont relativement bien réparties, qu'on évite les conflits, les guerres, les dérives sociétales et tout le reste. Quant à la question démographique, intéressons-nous aux faits. Ce n'est pas parce que la population mondiale augmente rapidement depuis quelques décennies que cette croissance est exponentielle, même si jusqu'à aujourd'hui elle l'a plus ou moins été. Mais c'est pas une croissance qui est la même partout sur Terre. Il faut vraiment entrer dans le détail pour bien comprendre ça. Je n'entrerai pas justement trop en profondeur sur ce sujet-là, mais en tout cas il y a des raisons de la chute de la natalité dans les pays développés. En gros, il faut retenir que le taux de fécondité moyen par femme est corrélé au niveau de développement économique et social de chaque pays. C'est pour ça qu'au Japon, la population est en baisse depuis plusieurs années, alors que la plupart des pays d'Afrique ou d'autres pays en développement, la population est carrément qualifiée de bombe démographique. Selon l'ONU, la population mondiale devrait donc continuer d'augmenter jusqu'à 2050 voire 2100 pour atteindre environ 11 milliards d'habitants, en théorie. Pour tout un tas de raisons, autres que le phénomène de chute de la natalité évoqué à l'instant, la population pourrait même chuter bien plus rapidement. Effondrement de la société occidentale, guerre nucléaire, pandémie encore plus grave que le Covid, accélération du changement climatique, etc. Ce ne sont pas des suppositions extrêmes, hélas, mais de réelles possibilités à prendre en compte. Après tout, qui avait vu venir le Covid ? Pensez que la solution aux problèmes environnementaux et écologiques réside dans la réduction de la population mondiale, ça a un nom, ça s'appelle le malthusianisme. Le malthusianisme, c'est une doctrine politique qui prône la restriction démographique. C'est inspiré par les travaux de l'économiste britannique Thomas Malthus, qui date à peu près du XVIIe, XVIIIe siècle. Le terme a été utilisé pour la première fois par Pierre-Joseph Proudhon en 1849, et à l'origine, cette doctrine est hostile à l'accroissement de la population d'un territoire ou d'un État, et préconise la restriction volontaire de la natalité. D'ailleurs, le mot malthusianisme désigne aussi par extension toute attitude réservée devant la vie et le développement. Sauf que le problème avec cette pensée, c'est qu'elle est trop simpliste. Il suffirait donc que toute la planète arrête de faire trop d'enfants, ou même de faire des enfants tout court, pour résoudre la crise climatique et tous les problèmes liés. Le simple fait qu'en moyenne, un Américain a une empreinte carbone plusieurs dizaines de fois supérieure à un Africain, permet de comprendre que ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, mais leur attitude vis-à-vis de l'environnement, des émissions de gaz à effet de serre et de la planète. Quant à la question du milieu social, ou du développement du pays, il faut savoir qu'à l'échelle individuelle, les 10% les plus riches au monde sont responsables de plus de la moitié des émissions récentes. Une famille africaine de 10 personnes pollue donc moins qu'un Américain ou un Français moyen. Quand Bill Gates entre dans un bar, en moyenne, tous les clients sont milliardaires.
Pourtant, on voit encore fleurir des infographies biaisées, même dans des grands médias, qui font croire que le meilleur acte pour sauver le monde, c'est d'arrêter de faire des enfants. C'est très compliqué comme calcul, comme estimation, et c'est complètement impossible de matérialiser ça dans un tel tableau comparatif en fait. Il vaut mieux faire 3 enfants qui deviendront des citoyens écolos, modèles et engagés, que d'en faire aucun et d'être soi-même un gros pollueur. Voici ce que dit Jean-Marc Jancovici sur le sujet dans Marianne. Soit on pense que nous sommes déjà trop nombreux, et à ce moment-là, la question si facile devient que faire, soit on pense que la planète pourra supporter sans problème quelques milliards de personnes en plus. Mais c'est une hypothèse hardie quand on voit que, depuis que nous avons dépassé quelques milliards, l'environnement s'entame à vitesse croissante. Pour ma part, je pense que de mettre le problème sous le tapis débouchera sur des régulations non gérées, bien plus douloureuses que si l'on avait opté pour des solutions plus douces en amont. L'Afrique a suivi le modèle européen, en augmentant la démographie dans ses villes. Mais pour que le modèle occidental d'une population largement urbaine fonctionne, il faut une énergie abondante. Sinon, la ville se forme sans l'énergie suffisante pour bien fonctionner, et une partie de la ville en question devient un bidonville. La transition démographique est un sujet crucial pour l'Afrique, qui a accédé à des mesures lui permettant de limiter sa mortalité, notamment infantile, avant d'avoir modifié ses schémas culturels en termes de nombre d'enfants par femme. La démographie n'est plus tabou, même pour l'écologie. Le problème n'est pas là. Il est dans le changement de nos modes de vie et de notre système. Quand l'idiot montre la surpopulation, la peur nous dévore. Bonjour. Entre 100 et 300 millions il y a 2000 ans. Le cap du milliard franchi entre 1800 et 1830. 7,5 milliards en 2017. 7,7 milliards aujourd'hui. 9,7 milliards en 2050. 11 milliards en 2100. Ah, la surpopulation, l'ultime fléau qui ferait imploser la planète. Vraiment ? 1798, un certain Thomas Malthus, économiste britannique et prêtre anglican, publie un pamphlet intitulé « Essai sur les principes de la population ». Il y explique que la population anglaise augmente de façon exponentielle alors que les ressources alimentaires ne croissent que de façon arithmétique. L'avenir est clair, le chaos par la famine guette la couronne. Mais Malthus a la solution, contrôler les naissances, surtout là où elles sont le plus problématiques, selon lui, chez les pauvres. Il écrit délicatement « Nous devons rendre les rues plus étroites, entasser plus de gens dans les maisons et encourager le retour de la peste. » En résumé, la mortalité des plus démunis serait une forme de régulation naturelle de la démographie. Ben voyons, tu aimeras ton prochain comme toi-même, surtout s'il fait moins d'enfants que toi. 1968, les biologistes américains Paul et Anne Ehrlich publient le livre « The Population Bomb ». Bienvenue dans le remake hollywoodien de Malthus. On peut notamment y lire « Trop de voitures, trop d'usines, trop de détergents, trop de pesticides, la cause en est toujours la même, trop de monde sur la Terre. » Décidément, prenons-les à la lettre. Le jour du dépassement est la date à partir de laquelle l'humanité consomme plus de ressources naturelles que la Terre ne peut en fournir en une année. En 1970, c'était le 29 décembre, 2 jours à crédit. En 1990, il passe au 11 octobre, ça se corse. En 2019, c'est le 21 juillet. Sur les 12 mois de 2019, nous avons consommé les ressources annuelles d'une planète entière, plus 3/4 de planètes supplémentaires. Mais qui est ce « nous » mondialisé? D'après l'ONU, la moitié des 2 milliards de personnes qui naîtront dans les 30 prochaines années verront le jour dans 9 pays. L'Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Indonésie, l'Égypte et les États-Unis. L'Afrique est le centre de cette croissance. Sa population devrait quadrupler, passant de 1 milliard en 2010 à 4 milliards en 2100. Voilà pour la démographie. Passons à l'empreinte écologique et ramenons le jour du dépassement au niveau des nations. Si la population mondiale avait la même consommation que les habitants du Qatar, par exemple, nous serions à crédit dès le 11 février. Ouch. Avec les États-Unis, c'est le 15 mars, l'Allemagne le 3 mai, la France le 14, l'Angleterre le 17, des gloutons. Regardons les futurs champions de la croissance démographique, si facilement pointés du doigt. Si l'humanité consommait comme les Égyptiens, le jour du dépassement glisserait au 25 novembre. Avec les Indonésiens, le 18 décembre. Quant à l'Inde, le Pakistan, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie ou le Nigeria, c'est simple. Si l'on s'alignait sur eux, il n'y aurait tout simplement pas de jour de dépassement. Rien, nada. Oui, mais on ne peut pas nourrir tout le monde. Faux. La production de céréales frôle les 2,5 milliards de tonnes chaque année. De quoi nourrir 10 à 12 milliards de personnes. Sauf qu'en 2015, seuls 43% de ces céréales ont nourri des humains. 36% furent engloutis par du bétail, ensuite achetés en pièces détachées par une minorité suffisamment riche pour s'offrir de la viande.
Mais la peur est tenace. Dans les années 1950, les États-Unis vantent le contrôle des naissances pour le tiers-monde. Par altruisme ? Non, pour protéger leurs intérêts économiques du dangereux communisme rampant. Aujourd'hui, d'autres pointent les femmes africaines parce qu'elles feraient trop d'enfants, comme si être enceinte 10 ans d'affilée était un projet de vie. Inversons la logique. Et si l'Inde exhortait les États-Unis à lancer des politiques de contrôle du poids ? Après tout, en 2012, une étude évaluait que l'augmentation de l'obésité représenterait l'équivalent d'un demi-milliard de personnes à nourrir en plus d'ici 2050. Ou bien l'Éthiopie pourrait exiger en France des politiques de contrôle du vieillissement. Ben oui, en Europe, les plus de 65 ans représenteront un quart de la population en 2050. Et qui dit vie plus longue, dit empreinte écologique plus lourde. On continue dans l'absurde ? D'ici à 2050, nous serons mécaniquement 2 à 3 milliards de plus, quoi qu'il arrive. Même avec une dictature de l'enfant unique, une pandémie ou une guerre mondiale meurtrière. Mais la courbe change. En 1950, la fécondité mondiale était de 5 enfants par femme. Elle est tombée à 2,5 aujourd'hui. Il y a 50 ans, la croissance de la population était de 2% par an. Aujourd'hui, elle est de 1,1%. Ce n'est pas la démographie qui est incontrôlable, mais la peur qu'on en a. Car agiter la surpopulation nous évite de questionner nos modèles de société. Ouvrons les yeux et regardons la démographie en face. Elle a des choses bien plus essentielles à nous raconter. Concluons par cette citation d'un article de Bon Pote sur le sujet de la démographie et de la surpopulation que je te mets en description. Ce débat est tellement un tabou qu'il revient quasi systématiquement quand on parle d'écologie. Disons plutôt qu'il est délicat, car il touche à la liberté de reproduction et prend très facilement des accents néocolonialistes fâcheux. Accents à la fois non justifiés, le poids écologique de l'humanité est très largement dans les pays riches, mais aussi particulièrement injuste, car les pays pauvres à forte natalité sont aussi les plus fragiles face à des crises écologiques dont ils ne sont pas responsables. Quand des gens comme Nicolas Sarkozy invoquent régulièrement ce sujet, cela ressemble très fort à un appel à ses sentiments. Évidemment, il est beaucoup plus confortable d'imaginer des solutions en réduisant les autres pour pouvoir garder notre niveau de vie insoutenable comme si de rien n'était. Allez, c'est tout pour cet épisode, je te laisse retourner faire des enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.